Tout de suite, c'est l'actu débat. Des ondes Vocast, l'actu débat. Je suis avec Jean-Pierre Cassin, directeur de la stratégie de Media Meeting. Bonjour Jean-Pierre. Salut Anthony. Nous travaillons ensemble au quotidien, mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu étais avant le directeur du département radio chez Havas Média France, et au total, tu as même passé 11 ans, c'est ça, à Havas? Exactement. Alors pour parler mesures d'audience de la radio et du podcast, on doit commencer naturellement par parler de médiamétrie, l'acteur historique critiqué mais jamais égalé. Oui, effectivement, sur le plan de la radio, médiamétrie, ça existe en gros depuis 1986, la mesure de l'audience radio. Aujourd'hui, c'est le référent. C'est le seul intermédiaire de confiance en fait qu'il y a. Oui, c'est vraiment l'étalon qui est reconnu par l'ensemble du marché. D'ailleurs, médiamétrie, à la base, c'est constitué, son conseil d'administration, il est constitué à la fois de radio, d'agences et d'annonceurs. Donc vraiment, on voit que ça a été constitué, médiamétrie, justement pour être par nature, le tiers de confiance de ce marché-là. Donc ouais, médiamétrie, ça propose aujourd'hui plusieurs études pour mesurer l'audience de la radio. Donc la plus connue, c'est la 126 000. Exactement, c'est ce qui permet de mesurer l'audience au niveau national, et puis il y a une déclinaison au niveau Île-de-France aussi pour la 126 000. La 126 000, elle est basée sur des enquêtes auprès d'individus de 13 ans et plus, et qui vont... 126 000 individus, justement. C'est ça, 126 000 sur l'année, qui vont être interrogés sur plusieurs vagues, en fait, 4 vagues dans l'année. C'est réalisé par téléphone, et ça mesure l'audience des dernières 24 heures de chacune des personnes interrogées. Alors il y a aussi les médias locaux qui ont été créés en 1990, c'est ça? Oui, exactement. Donc les médias locaux, c'est un peu la déclinaison de la 126 000, mais au niveau local. Donc là aussi, les personnes qui sont interrogées sont issues du même échantillon que la 126 000. Et on redresse parfois par quelques coups de fil supplémentaires sur les différentes zones locales. Ce qu'on appelle le suréchantillonnage. Oui, tout à fait. Après, il faut aussi savoir quand même que la 126 000, c'est pas la seule étude qui sert d'étalon et de référence pour le marché publicitaire. Il y a en fait aussi le panel radio. Donc le panel radio, là aussi, ce sont des gens qui sont issus de l'enquête 126 000, de l'échantillon de l'enquête 126 000. Mais par contre, eux, on va les interroger non pas sur l'écoute de leurs dernières 24 heures, mais on va les interroger sur leur écoute de la radio pendant 3 semaines. Donc voilà, chaque jour, elles vont compléter ce qu'on appelle un carnet d'écoute qui se complète sur papier pour ceux qui sont restés à la méthode originelle. Mais il y a aussi aujourd'hui, évidemment, sur web et sur application mobile. Alors ce qui est souvent décrié, c'est que puisqu'il faut suffisamment de sondages complétés pour que les chiffres restent cohérents, on dit pour que l'échantillonnage soit suffisamment robuste, les résultats sur le plan national sont publiés 4 fois par an. Et ça, c'est décrié parce qu'on n'a pas assez souvent de résultats. Oui, alors c'est vrai que contrairement à la télévision, par exemple, qui peut-être est assez bien connue du grand public, on sait qu'en télévision, on a les écoutes, les audiences chaque jour de la veille, en fait, voilà. Donc, on peut dire quel programme, quel invité a eu un impact sur l'audience d'une chaîne. En radio, c'est pas le cas, effectivement. On est sur des audiences qui sont publiées tous les 3 mois, grosso modo. Et parce que j'ai dit 4 fois, mais c'est plus une fois l'été, mais c'est un petit peu à part. Oui, il y a sur le plan local, c'est une fois par an, ce qui est vraiment trop peu, en fait, pour des radios locales d'attendre tous les ans en juillet. Alors, c'est trop peu. C'est aussi la condition pour avoir autant de personnes interrogées, parce que finalement, l'échantillon qui est interrogé dans la 126 000, il est relativement important quand même par rapport au panel qui est interrogé en télévision, par exemple. Et du coup, médiamétrie pour les podcasts, est-ce qu'il y a une étude équivalente ? Alors, il n'y a pas l'équivalent de la 126 000, en tout cas, on va dire au niveau de l'ambition et des moyens qui sont déployés. En revanche, Médiamétrie propose quand même des outils pour mesurer les podcasts. Donc, il y a 2 études, on va dire, référentes. Il y en a une qui s'appelle la Global Audio. Alors, en fait, dans la Global Audio, c'est pas spécifique au podcast, c'est en fait spécifique aux nouveaux usages de l'audio, incluant la radio d'ailleurs, mais c'est les podcasts, c'est le streaming musical, etc. Donc après, le dernier échantillon est 1400 personnes, c'est pas non plus énorme, quoi. Le fait d'avoir suffisamment de personnes interrogées dans son échantillon, ça peut vite coûter cher, en fait. Donc, mais est-ce qu'on peut imaginer des réseaux comme Beach Audio ou Louis Média qui pourraient souscrire auprès de Médiamétrie
médiamétrie pour avoir des enquêtes? Oui, bien sûr. Je crois que tout média qui se développe et qui atteint un certain seuil d'audience se dira forcément que d'avoir la validation du tiers de confiance qui est encore une fois le référent du marché, ça sera forcément bénéfique pour eux. Alors on a parlé de l'étude Global Audio, mais aussi il y a l'outil iStat Podcast qui est traité chez Médiamétrie. Oui. Alors en gros c'est un mécanisme qui permet d'enregistrer chaque téléchargement. La requête de l'auditeur rebondit sur les serveurs de Médiamétrie avant de servir le contenu. Exactement, ce désiré. qui permet à Médiamétrie, finalement, c'est un peu comme si le contenu était tagué, de voir que voilà, il y a un contenu qui a été téléchargé et donc d'apporter sa certification sur le fait qu'il a réellement été appelé au niveau du serveur. Alors du coup, on peut se poser la question, c'est est-ce que l'analyse des accès par IP, donc des logs serveurs, est-ce que c'est mieux que l'approche statistique de tout ce qu'on vient de dire avant avec des sondages? C'est mieux, pas mieux, je peux pas dire. En tout cas, ça, c'est très intéressant. Malgré tout, il manque quand même une notion qui est fondamentale dans les investissements publicitaires, dans le monde de la pub, c'est quand même le ciblage. Donc, c'est savoir qui sont les personnes qui écoutent. Il y a quand même une difficulté dans ce type de mesure, c'est qu'aujourd'hui, le podcast, on le sait, il est potentiellement diffusé sur plein de plateformes différentes. Donc, il y a une hétérogénéité. Je l'ai placé des résultats potentiellement, et donc du coup on manque de ce nœud, de ce référent qui permettrait d'avoir finalement l'ensemble des téléchargements et l'ensemble des consommations de ces contenus. Alors en fait du coup le fait qu'il y ait de nombreuses plateformes d'écoute, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir beaucoup d'indicateurs, puisqu'il faut en fait on ne peut que calculer le nombre d'accès au serveur où héberger l'audio. Alors des outils comme Chartable et Podtrac proposent le même mécanisme que iStat Podcast, mais ces outils sont gratuits et sont accessibles à tout le monde. On sait aussi que les solutions d'hébergement de podcasts comme Ocha et Pipa offrent directement de telles mesures d'audience au sein de leur back-office, mais le problème c'est que il faut que chacun ait la même méthodologie de calcul des audiences pour exclure les accès des robots, etc. Exactement. C'est pour ça qu'il y a eu la norme IAB qui a été conçue. Tout le monde ne respecte pas forcément cette norme-là. Podtrac, lui, pour le coup, maintenant, depuis peu, est certifié IAB, ce qui fait que les chiffres calculés suivent des règles standardisées. Et ça, c'est important pour le marché de la pub. C'est fondamental. Ouais, c'est fondamental. Nous, on a besoin, je dis nous comme si j'étais encore un acheteur média, mais le marché de la pub, il a besoin de ça. Il lui faut des données qui sont fiables, sur lesquelles il puisse réellement se reposer pour valider que voilà son message publicitaire a bien été écouté par X personnes, et voilà. Donc ça, c'est très très important. Il y a certaines subtilités parce qu'il y a quelques plateformes comme Spotify qui mettent en cache les contenus. Donc ça veut dire que sur Spotify, Spotify ne va raqueter que quelques fois le serveur où se trouve l'épisode audio, et il peut être lancé 1 million de fois via le lecteur de streaming. Donc ça, c'est compliqué également. Donc pour résumer, ce sont aux interfaces d'écoute Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox et même les players web embed de pister l'usage de l'auditeur si on veut connaître la durée d'écoute des podcasts, leur taux de complétion, etc. Si on veut des données précises, c'est aux interfaces de lecture d'implémenter ces mécanismes-là. Donc du coup, forcément, il y a besoin que à minima elles s'entendent sur des référents et qu'il y ait des normes qui soient existantes et qu'elles suivent toutes ces normes-là pour qu'on puisse derrière sortir des chiffres qui soient des chiffres totaux et certifiés. Alors il y a l'équipe R&D de NPR qui propose la spécification RAD, mais aujourd'hui, en septembre 2019, il n'y a aucune implémentation concrète réalisée avec cette méthodologie. Pourtant, en gros, c'est ce qu'il faudrait. Il faudrait que toutes ces plateformes se mettent d'accord et même suivent cette spec qui est quand même très bonne. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à taper NPR Remote Audio Data. C'est peut-être le futur de la mesure de l'audience du podcast, surtout qu'en plus il y a des mécanismes pensés pour préserver l'anonymat des auditeurs, donc ça c'est très bien aussi. C'est ce que tu dis, c'est important qu'il y ait une norme commune et que tous ces acteurs puissent à un moment donné se mettre autour de la table pour définir cette norme pour que le marché du podcast, en tout cas en termes publicitaires, puisse se développer. On va passer maintenant aux radios sur le web. Est-ce qu'avec un flux en streaming, est-ce que c'est plus facile à mesurer, puisque de toute façon tout ce qui sort du serveur est forcément, par principe, lu?
Oui, alors c'est effectivement ce qui fait que c'est peut-être un peu plus précis, un peu plus intéressant sur les web radios, quoi, les radios en streaming, parce qu'effectivement, on a... Le référent existe en plus, c'est la CPM en France. Voilà, exactement. Il y a la CPM qui, depuis quelques temps, maintenant, mesure le nombre de flux lancés. Ils appellent ça des sessions d'écoute. D'ailleurs, au départ, il est calculé au niveau mondial, puis ils ont affiné pour qu'on ait vraiment des écoutes de France. Enfin voilà, ils ont vraiment affiné ça, c'est à partir de l'adresse IP. Hein. Exactement, ouais, tout à Si fait. on utilise un VPN, ce sera probablement dans les écoutes monde. Voilà, donc c'est aussi la limite, c'est que le digital c'est très bien, il y a plein d'outils qui permettent de mesurer, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a des choses qui sont un peu incohérentes. Les adresses IP, elles sont pas forcément toujours l'adresse géographique de la personne, donc il y a quelques imprécisions aussi. C'est là aussi qu'on voit l'intérêt du déclaratif, où au moins là pour le coup, il y a pas d'histoire de biais numérique comme ça. Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut le débat de la mesure d'audience et de la pertinence d'une mesure comme la 126 000 en radio, par exemple, il est vieux comme la 126 000. Et en fait, finalement, aujourd'hui, il y a un long débat entre ça, parce que les technologies permettent d'aller plus loin en termes de finesse, mais pour autant, on voit qu'il y a des biais. Et la 126 000, elle a quand même encore quelques atouts intéressants, qui sont que, bien, quand on a la personne, en tout cas Médiamétrie, a la personne au bout du fil, qu'elle lui pose des questions sur son lieu d'habitation, etc., on peut imaginer que la personne dit la vérité et qu'on a des données relativement fiables, plus qu'une adresse IP parfois. Et le watermarking, alors là, c'est une mesure automatique, plateforme agnostique et en temps réel. C'est le Graal. Alors oui, c'est le Graal. En tout cas, c'est le serpent de mer de l'audience de la radio. Alors, est-ce qu'on peut expliquer un peu ce que c'est le watermarking? Le watermarking, c'est une méthodologie c'est technologique, hein, c'est-à-dire que on injecte ce qu'on appelle un tatouage dans le flux, dans le programme, directement dans le son en fait des programmes, et ce tatouage, il peut être reconnu par un récepteur, hein, un petit boîtier, une montre. Il y a des données associées dans ce tatouage, c'est-à-dire qu'on peut mettre le nom de la radio, l'heure, etc. Exactement, et du coup, on a la capacité, grâce à un récepteur que la personne qui fait partie du panel porte sur elle. Il y a des différents récepteurs qui ont été testés. Aujourd'hui, je crois qu'on part effectivement sur une espèce de petit pager qui pourrait d'ailleurs aussi être monté sur une montre. Enfin, on étudie en fait le système qui sera le moins compliqué à porter pour la personne qui fait partie du panel, parce que l'enjeu il est là, c'est que la personne elle garde ce récepteur sur elle tout le temps. Ah oui, justement, ça c'est la limite en fait de cette méthodologie, c'est que rien ne prouve que le panéliste va vraiment porter l'audimètre avec lui, notamment surtout le matin, hein, sous la douche. On sait que beaucoup de Français écoutent la radio sous la douche. Est-ce que vraiment il va y avoir l'audimètre qui va être là pour mesurer, même le matin au petit déjeuner? Est-ce que vraiment en se levant on va penser à prendre son audimètre? Ça c'est une vraie problématique en fait. Oui, tout à fait, ça fait partie des points qui sont discutés en ce moment. Alors pour conclure, du coup, il n'y a aucune méthode viable. Finalement, chacune de ces méthodes a ses forces et ses faiblesses. Peut-être que la solution, c'est de les lier entre elles, d'en faire un tout, c'est ça? Oui, parce que je crois qu'effectivement, il n'y a pas de méthode qui semble être idéale aujourd'hui. Alors finalement, en fait, selon l'activité de chacun, peut-être que on n'a pas tous besoin des mêmes données. De toute façon, on ne pourra jamais avoir la perfection en termes de données d'écoute. Donc peut-être qu'on peut créer soi-même ses propres KPI selon son activité. Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut se dire, par exemple, que des indicateurs comme les interactions et engagements sur les réseaux sociaux, ou même avec des mécanismes comme le couponing lors des annonces, ça permet de mesurer la performance du média? Complètement, mais c'est complémentaire en fait. C'est-à-dire que c'est complémentaire. Il y a tu parlais de couponing, c'est intéressant parce que j'ai souvenir d'expérimentations qui ont été faites en radio, d'annonceurs qui, par exemple, donnaient un numéro court à 4 chiffres, numéro de téléphone en fin de spot, et ne donnaient pas le même d'une station à une autre, qui était utilisé dans le plan média, et pour justement mesurer quelle était la radio qui avait amené et généré le plus de leads. Il peut y avoir, en fonction de l'annonceur, en fonction de sa problématique, des choses qu'on va ajouter effectivement dans notre analyse de l'efficacité du média, comme tu l'as très bien dit, sur le trafic sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que ça va pouvoir générer? Mais c'est complémentaire.
Donc du coup, chaque indicateur d'audience doit être analysé avec prudence. Et du coup, c'est la combinaison de tout ce qui permet d'avoir plus de précision globalement. C'est ça? J'ai bien résumé? Pas mal. Merci Jean-Pierre d'avoir apporté ton expertise. Et en tout cas, vos avis à vous qui nous écoutez nous intéressent. Donnez-nous votre point de vue sur le sujet de la mesure d'audience. N'hésitez pas à nous contacter contact@vocas.fr ou sur mon Twitter @AnthonyGouraud, ANTHONYGOURAUD. Des ondes Vocast.